Bonjour à tous et bienvenue sur Ultra Green. Aujourd'hui, on va parler des interfaces homme-machine. On va parler design, UX design, accessibilité. On va essayer de retracer l'histoire de toutes ces interfaces, des différentes solutions qui ont pu apparaître depuis l'interface en ligne de commande jusqu'au casque VR et à la réalité augmentée et à l'intelligence artificielle. Jingle! Alors, effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est les interfaces, tout ce qui est interface homme-machine, CLI, interface graphique, et ainsi de suite. On va essayer de justement de faire un parcours, un peu, de commencer par un parcours un peu historique de tout ce qu'il y a pu y avoir en termes de façon d'interagir et de donner des ordres, de communiquer avec une machine, à la fois d'abord pour des raisons très techniques, et puis ensuite, effectivement, bah, avec les usages et la démocratisation de l'outil informatique avec des pratiques qui sont devenues presque celles de notre quotidien. Alors, effectivement, l'interface homme-machine, c'est un pont avec l'utilisateur. Euh, c'est quoi son rôle? Son rôle principal, c'est d'être le point de contact entre l'humain et la machine, lui donner la capacité de pouvoir donner des ordres, de communiquer et de recevoir de l'information de la machine. L'objectif, c'est un objectif d'interaction. Une bonne interface, c'est une interface qui doit être intuitive, efficace. Pendant très longtemps, on a cru qu'un ordinateur, ça devait venir avec un manuel ultra compliqué. En fait, maintenant, on sait que une bonne interface, c'est celle qui s'utilise sans avoir même euh, besoin d'avoir une documentation, quelque chose qui décrit comment elle fonctionne. Et maintenant, si on parle d'évolution, euh, plus les outils informatiques sont devenus complexes, plus le défi de simplicité de l'interface est devenu fort, et plus effectivement on a vu l'approche, l'aspect un peu plus naturel de la façon de construire ces interfaces. Donc, un pont entre l'homme et la machine. Donc, c'est effectivement un ensemble de moyens par lesquels l'utilisateur va interagir. Alors, on en a vu arriver rapidement, hein, avec le clavier, puis la souris. On a vu effectivement aussi les écrans. Ces écrans sont devenus tactiles. On a vu qu'effectivement, il y a eu des rémanences sonores qui sont apparues pour augmenter le périmètre d'interface qu'on peut avoir avec la machine. On a vu énormément de choses depuis les stimuli haptiques qui ont augmenté le périmètre de façade et d'interface qu'il y a avec l'utilisateur. Une interface, on va vite le voir, on va parler design, hein, on va parler UX design, on va parler design, c'est pas que de l'esthétique, et il faut que cette esthétique, elle soit au profit de l'interface. Elle est cruciale, l'esthétique, parce que c'est elle qui va garder l'utilisateur attentif et volontaire pour utiliser le système informatique. Alors, pourquoi beaucoup d'évolutions sur les interfaces homme-machine? En fait, c'est complètement évident, hein. On a longuement parlé sur cette chaîne de la démocratisation de l'informatique, et on en a parlé sur plein d'aspects, à la fois humains, à la fois sociétal, à la fois technologique. Mais effectivement, l'ordinateur est devenu un outil quotidien, et au-delà de ça, même dans des endroits où l'informatique n'était pas présente, je pense aux voitures, je pense avant ça, dans les avions, effectivement, l'outil informatique est devenu au cœur d'autres solutions mécaniques, technologiques qu'on a mis en place dans notre vie de tous les jours. Donc effectivement, la nécessité d'avoir une interface qui est claire, qui est facile, à la fois c'est un gage en productivité, c'est un gage en efficacité, mais c'est aussi quelque part un gage en sécurité. Typiquement, on parlait des avions. Une interface trop complexe, elle est propice à produire des erreurs et à compliquer l'apprentissage, et donc à rendre l'expertise d'usage trop complexe. Effectivement, une bonne interface, elle doit réduire sa courbe, la nécessité d'apprentissage et la courbe d'apprentissage au plus possible. Et puis effectivement, c'est un processus d'innovation continue. Chaque nouvelle génération
technologique vient avec une nouvelle génération d'interface utilisateur et avec des nouvelles pratiques d'utilisation de certains objets pour lesquels on n'aurait pas du tout imaginé un tel niveau d'usage. L'exemple type, c'est le téléphone mobile. À la base, c'était pour téléphoner. Maintenant, quand on voit le nombre de fonctionnalités qui sont répandues par un téléphone mobile, effectivement, c'est devenu extrêmement vaste, pardon, extrêmement large, et donc il faut que l'interface utilisateur s'adapte. Alors, on commence notre petit parcours historique. Donc, vous allez dire, je repars souvent de la carte perforée, mais oui, effectivement, la première façon, tout à l'heure j'ai parlé du clavier, mais quelque part, la première façon qu'on a eu d'interagir avec l'ordinateur, c'est de lui passer des ordres au travers d'un support matériel qui était une carte avec des trous qui matérialisaient la séquence d'informations qu'on voulait lui transmettre. Donc effectivement, Hermann Walrus, on a dû en parler dans notre dernière vidéo sur la gestion des données, parce que quelque part, cette carte stockait des données, mais c'est aussi un moyen d'interagir avec la machine. Alors forcément derrière, on est passé avec l'arrivée du clavier, avec les terminaux, la notion de terminaux. Alors depuis les mainframes jusqu'aux machines actuelles, ce clavier est devenu omniprésent. On le travaille avec au quotidien et quelque part ça fait quand même maintenant quelques dizaines d'années qu'il est présent et il est toujours aussi indispensable. L'interface en ligne de commande, elle est arrivée très tôt, mais elle disparaît pas. Alors pourquoi elle disparaît pas? Parce que effectivement, elle a des avantages. Elle a la capacité d'être rapide, efficace pour les utilisateurs qui effectivement ont fait l'effort d'apprendre un certain nombre de vocabulaire de commandes, mais on va avoir un outil parfait pour les experts. On peut effectivement en plus dans cette interface en ligne de commande aller loin sur l'automatisation par le scripting. Et puis, ça consomme rien du tout. Une interface en ligne de commande, c'est des caractères qui sont envoyés sur un terminal. En termes de ressources, on a vu pire. Hein. Alors, les inconvénients par contre, effectivement, on a dit que c'était une interface plutôt pour une population experte. La courbe d'apprentissage, elle est plutôt élevée. Faut mémoriser un nombre important de commandes sur un système Linux ou sur un système Unix ou même sur un système sous Windows avec un PowerShell ou une interface commande. Il y a déjà énormément de commandes. Il n'y a pas d'aide visuelle. Il faut effectivement beaucoup mémoriser de commandes. Et puis du coup, effectivement, pour un novice, c'est quelque chose qui est plutôt austère. Alors, l'interface telle qu'on l'appréhende maintenant, on l'envisage plus comme une interface graphique. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce qu'on utilise maintenant, quand on utilise un système informatique, on tape pas des lignes de commande. On va l'utiliser au travers d'une interface graphique. Alors cette interface graphique, j'avais fait une vidéo sur le parc à Palo Alto avec Xerox. Effectivement, elle est née chez Xerox, dans les locaux de Xerox. Et par contre, on l'avait vu à l'époque, elle s'est fait piller en premier par Macintosh, qui ensuite s'est refait piller par Windows, par Microsoft. Mais donc effectivement, on a vu arriver très rapidement un paradigme qu'on appelle WIMP. Ça veut dire Windows Icon Menu Pointer, c'est-à-dire ouvrir des fenêtres, utiliser des icônes, et on a toujours ça sur nos mobile devices, c'est encore quelque chose qui est omniprésent sur la façon d'interagir avec un système informatique, et puis manipuler des menus au travers d'un pointeur de souris. Donc c'est ce qu'on appelle le paradigme WIMP, qui est fondateur de l'ensemble des interfaces graphiques utilisateurs, qu'on voit souvent sous l'acronyme GUI, Graphic User Interface. Donc effectivement, le pionnier, c'est Xerox avec Star en 1980, avant même, effectivement, dès 1973, mais surtout en 1980, le système Xerox Star, que Xerox n'a pas vraiment exploité à son maximum. Et puis, on voit arriver cette métaphore du bureau, l'aspect un petit peu transposition à des habitudes de travail. Parce qu'effectivement, l'interface graphique, dans un premier temps, ça va être une prolongation de l'outil de travail à l'intérieur du système informatique. Et donc, on voit apparaître la souris comme pointeur, comme dispositif de pointage, pour pouvoir manipuler, cette fois-ci, l'ordinateur de façon graphique. Et on voit apparaître ce qu'on appelle le WYSIWYG, c'est-à-dire faire visuellement
ce qu'on attend, et donc c'est what you see, it's what you get. Ça veut dire ce que vous êtes en train de faire à l'écran, c'est réellement ce qui va être construit. On s'éloigne de plus en plus de ce qu'on faisait à l'époque en interface ligne de commande. Effectivement, même faire du traitement de texte, finalement, le résultat dans le traitement de texte était très très loin du résultat rendu de ce que vous alliez avoir sur l'imprimante. Alors, les éléments fondamentaux autour de l'interface graphique. Bah, on l'a vu, hein, fenêtre, icône, menu, pointer. La fenêtre, c'est un espace de travail délimité dans lequel on travaille souvent associé à une application ou des fenêtres pour une application, un groupe de fenêtres pour une application. Des icônes qui sont des représentations visuelles des actions ou des objets que vous voulez manipuler dans votre programme. Et puis les menus qui vous permettent de donner des ordres contextualisés sur les objets que vous manipulez. Et tout ça se fait au travers du pointeur. L'ère du web va vite arriver, effectivement, et on va voir effectivement que le web, ça va être une nouvelle fenêtre. C'est une fenêtre bien particulière dans laquelle le contenu qui s'affiche vient de serveurs hypertexte, vient de serveurs qui implémentent le protocole HTTP et qui utilisent un métalangage qui s'appelle HTML, que vous connaissez probablement, qui permet de gérer dans un premier temps de façon un petit peu rudimentaire la présentation, puis après avec l'arrivée d'HTML sur des versions plus évoluées, mais surtout de CSS, du Cascade Style Sheeting, va permettre effectivement d'avoir des rendus qui sont beaucoup plus élégants, visuels et aussi ergonomiques et pratiques. Mais finalement, on avait déjà beaucoup à évoluer sur les interfaces graphiques, et finalement l'arrivée du web, dans un premier temps, ça a été un peu un des principes régressifs, parce que le niveau d'interaction qu'on avait au sein de la fenêtre du navigateur, dans le canevas du navigateur, et j'ai fait une vidéo sur le sujet concernant le navigateur internet, avait un aspect un peu régressif. Mais par contre, effectivement, il est régressif, mais dans une dimension d'utilisation, cette fois-ci, World Wide Web, pour le coup, dans un réseau gigantesque tel que peut l'être Internet, et donc offrir des fonctions graphiques au travers du navigateur web portées sur Internet, posées sur Internet. Donc la notion d'hyperlien, de navigation, et puis quelque part on voit apparaître à ce moment-là ce qui va devenir l'interface universelle, c'est-à-dire le canevas d'un navigateur comme élément d'exécution un peu universalisé d'application. Alors on continue, et cette fois-ci, ce qu'on voit arriver, c'est le mobile device et le tactile. Avec ce mobile device, dans un premier temps, c'était au travers de stylets ou d'écrans. Il y avait quelques écrans à l'époque d'ordinateurs qui étaient déjà tactiles, mais c'était pas fréquent. On en trouvait dans l'industrie pour des machines-outils ou des choses comme ça. Mais effectivement, cet écran tactile, ce support un peu plus petit que va devenir le téléphone mobile, mais dans sa dimension smartphone pour le coup, va effectivement être complètement un bouleversement complet. Parce qu'effectivement, on va voir arriver des pratiques différentes, des usages différents de l'outil informatique. On va sortir du principe ordinateur pour aller vers des utilisations beaucoup plus hybrides, beaucoup plus différentes de l'outil informatique. Alors, on continue, et effectivement, après cette arrivée du tactile, de la mobilité, on va voir arriver la notion d'interface naturelle. On est encore dans cette période avec l'arrivée de la voix, de la gestuelle, de la réalité augmentée. Donc effectivement, Siri en 2011, et puis Google, OK Google, enfin le Google Assistant, Alexa. On voit aussi sur certaines consoles des initiatives comme par exemple chez Microsoft avec Kinect. Et puis on commence à voir les débuts de certains éléments de reconnaissance gestuelle. Et puis l'arrivée des casques de réalité virtuelle, Oculus, HTC Vive. Et ce qui est important, ce qui est à mon avis le plus important dans ces interfaces naturelles, ça va être l'interface conversationnelle. Celle qui au final devient complètement pertinente dans les années où nous sommes maintenant, c'est-à-dire à partir de 2020-2025, avec l'introduction de ce qu'on va voir un peu plus tard. L'apport de tout ça, c'est qu'effectivement, on n'a plus besoin d'un dispositif physique tel qu'un clavier, tel qu'une souris pour passer des ordres à une machine. On va pouvoir le faire dans une dimension qui est beaucoup plus naturelle. On est au début
de tout ça. Et on est encore maintenant, quelque part, je dirais, tant que cette interface naturelle n'a pas l'intelligence suffisante, et vous me voyez venir, on y vient, hein, mais pour le moment, c'est encore effectivement des usages limités. Un assistant téléphonique vocal sur un téléphone sait faire un certain nombre de choses, mais il est limité par rapport à l'intelligence qu'il a et aussi par rapport à la capacité qu'il a à interagir. Donc là, vous sentez, on va parler IA agentique, on va parler MCP, c'est-à-dire des moyens qui permettent à une IA d'interagir, cette fois-ci, elle aussi, avec un système informatique, avec des systèmes informatiques, au travers de protocoles comme MCP. Donc, rentrons dans le vif du sujet, l'ère de l'IA. Donc, les acteurs majeurs, c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet. OpenAI, Google, Anthropic, je parlais d'MCP, hein, c'est chez Anthropic que ça a été mis au point. Meta, Mistral, pour parler un petit peu d'initiatives françaises, européennes. Dans un premier temps, on est plutôt actuellement à l'ère de l'IA conversationnelle et des interfaces adaptatives. On peut effectivement interagir maintenant avec un système informatique au travers d'une IA, et maintenant avec l'IA agentique, ça devient une réalité, au travers de l'IA pour effectivement lui donner un ordre, interagir avec lui. Donc forcément, ça ouvre des perspectives absolument énormes dans la façon d'interagir avec la machine. Alors du coup, si on veut un petit peu se projeter dans le futur, mais on va continuer hein, dans cette vidéo, là c'est plus dans une démarche introductive, on va vers des interfaces prédictives. L'IA va anticiper les besoins, va être quelque part conscient de ce que vous attendez d'elle au quotidien et adapter encore plus l'outil informatique à vos besoins. On va aller de plus en plus vers les réalités mixtes, la fusion physique-numérique. Quelles sont les limites? Ça, c'est difficile de le dire. Les interfaces neurales. Alors oui, on est à la porte d'un certain niveau de transhumanisme. C'est incontestable de se dire qu'effectivement, on commence déjà à avoir des sociétés qui cherchent à vous mettre une puce dans le crâne ou sur la petite vidéo que j'avais fait, le short humoristique que j'avais fait pour présenter cette vidéo. Est-ce qu'un jour, il y aura des implants optiques ou neuronaux? Oui, c'est certain. Est-ce que ma génération va le connaître? Peut-être. Est-ce que la génération suivante va le connaître? Moi, j'en suis persuadé. Et puis, effectivement, on a cette notion d'IA intégrée hein, dans des devices, cette fois-ci, autonomes, des robots, des assistants physiques intelligents. On va avoir une machine qui, cette fois-ci, va être elle-même au quotidien présente auprès de l'homme. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est au service de l'homme et pour combien de temps on peut se poser la question. Alors, forcément, on parle depuis tout à l'heure d'interface homme-machine. On va être obligé de passer un petit moment à parler d'ergonomie et puis au-delà de l'ergonomie, d'aller jusqu'à l'UX design. Mais commençons quelque part par parler d'ergonomie. L'ergonomie, c'est une science à la base qui a pour objectif d'optimiser la conception d'outils, la conception d'instruments, et typiquement sur le poste de travail informatique, pour l'adapter beaucoup plus à la capacité, le rendre plus facile à utiliser pour l'humain. Donc l'objectif de l'ergonomie, c'est d'améliorer l'utilisabilité, le confort, la sécurité et l'efficacité d'un outil, de l'utilisation d'un outil pour un utilisateur. L'ergonomie, ça concerne la conception physique, donc effectivement, à la base, c'est pas forcément que les systèmes informatiques, hein. Tout ce qui va être améliorer les postures de travail, les postures d'action, les gestes, l'ergonomie de ce qui nous entoure. Moi, je suis assis sur une chaise, je suis tout le temps très mal assis, je m'excuse hein, si vous me voyez gesticuler, mais quelque part, effectivement, on essaye de trouver des fauteuils qui vont être adaptés pour mieux travailler et ne pas se faire mal et être efficace dans son action. Mais effectivement, l'ergonomie, elle va jusqu'à adapter un smartphone, comment sont construites les applications d'un smartphone pour qu'elles soient le plus efficaces. Donc, on venait d'une ergonomie du physique, et maintenant, on va presque sur une ergonomie du logique. On est à l'étape d'une ergonomie du logique. Donc, voilà, les cas d'usage illustrés, on a le poste de travail.
les bureaux ajustables, les bureaux, il y a même des bureaux qui montent et qui descendent pour pouvoir travailler debout. Il y a des gens qui adorent travailler sur des ballons. Moi, j'ai des collègues, effectivement, quand je suis en réunion, je les vois rebondir sur un ballon. Donc voilà, on a cherché plein de solutions pour essayer d'améliorer la qualité de travail sur toutes ces dimensions, à la fois sur la condition physique comme sur la condition logique. Et puis on a d'autres domaines, hein, les conceptions de véhicules. Dans une voiture, effectivement, les ergonomies ils sont plaisir. Et on va vers l'UX design. Donc c'est-à-dire quand on intègre le design plus l'expérience utilisateur, plus l'ergonomie, ça nous emmène à ce qu'on appelle l'UX design, designer l'expérience utilisateur, ou concevoir cette fois-ci plus un parcours d'utilisation, plutôt que de se concentrer sur faire le design, gérer l'ergonomie de l'application. Cette fois-ci, on va partir du use case, on va partir de ce qu'on veut faire sur le système, et on va voir comment adapter à la fois les outils, à la fois les processus dans ces outils pour qu'on puisse réaliser au mieux les opérations qu'on veut y faire. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'UX design? C'est la recherche, la recherche comment doit graviter l'utilisateur sur le système. Donc, on va essayer dans l'UX design, il y a une volonté de se mettre à la place de l'utilisateur et de chercher à lui offrir le meilleur parcours d'utilisation. Donc, des cas illustrés, on va voir les applications mobiles, par exemple, typiquement bancaires, pour essayer de simplifier des opérations qui sont considérées comme complexes. Donc là, on essaye au plus possible de rendre quelque chose de complexe de le faire de la façon la plus simple possible. Ça a été indispensable dans les démarches, par exemple, autour du commerce électronique. Parce que pour que quelqu'un ait confiance pour acheter quelque chose en ligne, à l'époque, il fallait vraiment l'accompagner. Il fallait vraiment que son parcours sur l'outil soit rassurant, soit motivant, soit simple, le plus simple possible, pour qu'au final, on transforme quelque chose qui avait une apparence très complexe et presque pas compris en quelque chose de naturel et quelque chose qui va devenir le quotidien de nombreuses personnes maintenant. Donc effectivement, pourquoi je parle effectivement de tout ce qui est bancaire et commerce électronique, parce que l'UX design, il est né de la nécessité quelque part et de la volonté de faire consommer les gens en ligne sur des supports sur lesquels potentiellement ils n'avaient pas confiance. Et quelle que soit la génération. Donc effectivement, les early adopters, les plus jeunes, forcément, ils ont été beaucoup plus rapides et finalement, le besoin du UX design a été plus faible. Pour les générations qui, elles, n'étaient pas des natives, là, il fallait vraiment travailler sur le parcours utilisateur. Donc voilà, là, on parle de l'aboutissement en termes de design et on parle d'expérience utilisateur et du UX design. Alors, on revient sur l'ergonomie. L'ergonomie, c'est quelque chose qui a été théorisé. Par exemple, on va en voir 3 concepts majeurs en ergonomie. Le concept de taille et distance par la loi de Fitts. Et elle décrit le fait qu'il y a une relation entre la distance des objets manipulables sur une interface et son efficacité. Et donc, quelque part, plus il y a de distance, plus les objets sont gros, plus il y a de distance entre les objets, et plus le temps nécessaire pour les atteindre, par exemple en déplacement d'une souris, ainsi de suite, plus effectivement ça rend l'interface peut-être un petit peu plus complexe d'utilisation. Donc on va essayer d'optimiser le parcours d'un utilisateur dans une interface en respectant une loi qui est régie par des règles mathématiques, par une règle mathématique en fonction du temps, de la distance à la cible, de la largeur de la cible et d'un certain nombre de constantes. Et donc, je vous ai mis l'équation qui correspond à la loi de Fitts. Voilà, le principe même, c'est si vous devez cliquer sur un bouton sur un écran, si vous avez 3 actions à faire qui sont régulièrement à enchaîner et que les boutons sont trop séparés sur l'interface, et ben, d'un point de vue ergonomique, vous ne respectez pas les paradigmes taille-distance et donc la loi de Fitts. On va en voir encore une autre, le nombre de choix. Et cette fois-ci, on parle de la loi de Hick. La loi de Hick, elle indique qu'effectivement, plus vous augmentez le nombre de choix et le nombre de décisions à prendre, plus vous augmentez le temps nécessaire à cette prise de décision, plus effectivement, vous rendez compliqué le parcours utilisateur. Imaginons, vous avez un plat à choisir dans un menu.
si le menu a 3 options, vous allez choisir rapidement et vous allez évoluer rapidement dans l'interface. Si vous avez 20 options, et ben là, vous allez effectivement en plus demander à l'utilisateur de reparcourir ses choix et ainsi de suite, et vous allez lui compliquer un petit peu son utilisation de l'outil. Alors, forcément, toutes ces lois, hein, quelque part, il faut trouver un compromis. Il n'y a pas la volonté de se dire il y a une règle fixe à respecter, il faut trouver en fonction de ce qu'on veut proposer à l'utilisateur le bon compromis entre, par exemple, sur la loi de fixe ou la loi de X. La dernière loi qu'on va voir, c'est la loi de Miller. Et là, c'est une loi qui parle de la capacité de la mémoire et qui explique le fait que on a une capacité instantanée limitée sur le nombre d'objets ou sur le nombre d'éléments qu'on peut mémoriser à un instant T. Et on considère, selon la loi de Miller, qu'on peut mémoriser 7 plus ou moins 2 éléments en même temps qu'on doit garder en mémoire. Au-delà de ces 7 plus 2, c'est-à-dire au maximum 9, vous allez avoir beaucoup de mal à mémoriser l'ensemble de ces chiffres. Et la majorité des gens, effectivement, est dans les alentours de 5-6 chiffres qu'ils arrivent à mémoriser. Informations qu'ils arrivent à mémoriser. Alors, tout ça, c'est variable. En fonction des cultures, en fonction des sociétés, y a des choses pour lesquelles on n'est pas tous d'accord. Par exemple, sur la complexité des interfaces. Les Asiatiques ont l'habitude, effectivement, d'avoir des interfaces qui sont extrêmement riches et plutôt essayer d'avoir le maximum d'informations sur le minimum de place. Donc, effectivement, la notion même de design et du X-design, parce que là on parle aussi d'ergonomie quelque part, elle est complètement dépendante de la culture dans laquelle on est. Et quelque part aussi, il faut bien comprendre qu'il y a une notion d'optimisation de tout ça en fonction de l'usage. Il y a des contextes sur lesquels on va être très content d'avoir énormément de rémanence de fonctionnalités sur l'écran. Dans des applications, des interfaces vraiment adaptées à des domaines spécifiques, je pense par exemple à des logiciels de montage vidéo, des logiciels de traitement audio et ainsi de suite. Vous arrivez sur ces interfaces et c'est la première impression que vous allez avoir, c'est que c'est un énorme fouillis avec des curseurs, avec des commandes dans tous les sens. Par contre, plus vous allez devenir un expert sur ce système, plus vous allez apprécier le fait que sur un même écran, vous avez une capacité de regroupement des fonctionnalités importantes que vous avez à traiter. Il va par contre effectivement falloir respecter au moins la loi de fit, c'est-à-dire de travailler sur le parcours et sur les distances. Pour faire ce genre de choses, on utilise souvent de la détection des mouvements des yeux et de la détection des mouvements de souris pour déterminer ce qu'on appelle des heatmaps. Et essayer de regarder si la zone chaude, c'est-à-dire là où on passe le plus de temps, est une zone relativement groupée et si les différentes zones sur lesquelles on passe du temps sont-elles aussi groupées les unes par rapport aux autres. On applique complètement la loi de Fitts pour faire ce genre de choses. Alors effectivement, hein, d'un point de vue design aussi, hein, il y a beaucoup de variétés sur les designs. Et là, quelque part, il n'y a pas de... Les choses, vous allez voir, ont beaucoup évolué, parce qu'on va parler design, et les choses ont accepté beaucoup de variabilité, et puis elles acceptent encore beaucoup de variabilité. Donc au niveau du design, ça reste ouvert. Alors, l'évolution des concepts. On va essayer de les regarder, l'aspect ergonomique, et puis l'aspect, après le prolongement sur l'UX design. Donc, les débuts de l'ergonomie industrielle, donc la mise en place de l'ergonomie d'un point de vue professionnel, avec d'abord des objectifs d'améliorer la sécurité et la productivité dans l'industrie. Excusez-moi, il y a des petits recouvrements de texte. Ensuite, c'est l'apparition de l'ergonomie cognitive. Donc là, c'est tous les aspects d'ergonomie plutôt dans la perception intelligente de ce que doit fournir l'interface. Et puis on voit à partir finalement de cette émergence de l'ergonomie cognitive, l'émergence de l'UX design en lui-même, c'est-à-dire la prise en compte de l'expérience globale de l'utilisateur dans un parcours d'exécution numérique. Et enfin, dans les années 2000, on voit cette convergence entre l'ergonomie et l'UX et l'expérience utilisateur, d'approche intégrée, d'accord ?
Et effectivement, bah là, on en arrive vraiment à la synthèse de l'UX design. Et donc, l'objectif, c'est de faire une expérience utilisateur qui est centrée sur une expérience personnelle. Chaque utilisateur doit pouvoir adapter l'interface des outils qu'il utilise à sa propre façon de travailler. Donc effectivement, on voit des interfaces qui deviennent assez complexes parce qu'elles sont modulaires. Elles vont pouvoir être adaptables à la façon même qu'un utilisateur a de travailler. Et pourquoi on a ça? Parce qu'effectivement, on a vu, il n'y a pas d'universalité générale, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, c'est quelque chose de spécifique. Chaque personne va réagir émotionnellement, pragmatiquement, de façon différente en fonction d'un outil par rapport à un autre. Donc, ça s'adresse par l'agilité, évidemment, parce qu'il va falloir effectivement travailler dans des structures agiles pour avoir du feedback utilisateur. Et du coup, effectivement, l'agilité a eu cet avantage de fournir un cadre de travail en commun, de fusion des équipes à la fois métiers, fonctionnels, techniques et de développement pour au final produire quelque chose qui sera plus adapté. On passe moins de temps peut-être dans ces longues étapes de spécification que proposait le cycle en V, mais par contre on adapte et on fait évoluer en permanence pour être au plus près du besoin utilisateur. C'est les principes de base de l'agilité. Donc, on a vu, effectivement, le futur, on l'a vu, intégration de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va être au cœur de la façon d'interagir. L'ergonomie immersive, oui, pour le moment, il y a eu des échecs là-dessus. Effectivement, on a peut-être voulu aller trop vite. Des entreprises comme Meta, par exemple, ont voulu peut-être aller un peu vite sur la mise en œuvre de ce genre de choses. Sur la réalité augmentée aussi, parce qu'on se pose des questions, quelque part, sur l'empreinte que ça a sur notre façon de vivre, cette rémanence permanente d'informations. Donc effectivement, il y a des questions qui se posent. Mais malgré tout, on en voit des applications. Dans le militaire, pardon, la réalité augmentée, c'est le quotidien d'un pilote, par exemple, d'un pilote d'avion, d'un pilote de chasse. Et je pense même au-delà de ça, il y a d'autres métiers sur lesquels l'approche augmentée est déjà extrêmement présente. Euh, L'ergonomie prédictive. Donc ça nécessite effectivement de la donnée, et de la donnée de façon massive, on parle de big data, qui va justement permettre de pouvoir, au travers de use case, construire une vision plus poussée et de réanalyser ce que fait l'utilisateur pour être en capacité de prévoir et donc d'être encore plus efficace dans ce qu'on peut lui proposer. Donc, ce qui est important aussi, c'est de voir que l'objectif d'un point de vue UX design, je l'ai dit, c'est l'hyper-personnalisation. L'interface utilisateur répond aux besoins spécifiques d'un utilisateur, s'adapte aux besoins spécifiques d'un utilisateur. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller très très loin là-dessus et aller au maximum des interfaces naturelles, intuitives, avec la voix pour piloter, mais aussi la voix pour interagir. Le système informatique vous parle déjà, c'est déjà le cas, avec les dernières versions de ChatGPT, avec les dernières versions de certains agents d'agents conversationnels. Il arrive même à vous parler avec de l'intonation, avec de la contextualisation. On peut s'y méprendre, à se poser la question de si c'est un humain avec lequel on parle, alors qu'effectivement, pendant un bon moment, effectivement, avant l'arrivée des LLM, finalement, on sentait bien les limites de la communication verbale avec un système informatique. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va avoir des énormes défis sur la santé mentale. Plus on va vouloir intégrer dans notre vie quotidienne des rémanences vocales, visuelles, extra-visuelles, je parle de réalité virtuelle pour le coup et de réalité augmentée, plus on va rendre compliqué le quotidien des humains parce qu'il y a un risque de surcharge cognitive, de surplus de stimulation par les systèmes avec lesquels on va interagir. Et puis, il faut effectivement qu'on se pose des questions autour d'un design éthique et responsable, de faire en sorte que
on fasse très attention aux enjeux sur la vie privée, sur les problématiques d'inclusion. Est-ce que tout le monde va être en mesure d'utiliser ce type d'outil? C'est déjà une question forte, mais typiquement, on a eu un peu les exemples, par exemple avec les premières Google Glasses, où effectivement, on avait la capacité d'avoir des informations absolument instantanées sur les personnes qu'on croisait. Ah, évidemment, pour la vie privée, il y a un problème. Imaginez les risques, par exemple, d'utilisation mal intentionnée. Une personne qui suit une autre et qui n'a même pas besoin d'aller jusqu'à son domicile pour savoir où elle habite, parce qu'elle va la croiser et elle va savoir tout de suite énormément d'informations sur elle. C'est extrêmement problématique. C'est pour ça qu'effectivement, on essaye de... Il y a eu un break sur le sujet, il y a eu un petit peu d'analyse, de recul, pour se dire, attention, c'est extrêmement puissant, mais peut-être un peu trop. Alors, l'UX design moderne. Donc, ça aussi, ça a été extrêmement théorisé, la notion du UX design, avec ce qu'on appelle, ce que Jesse James Garrett appelle les 5 plans de l'expérience utilisateur. La stratégie, objectif utilisateur et business, la portée, la satisfaction, la spécification fonctionnelle, pardon, la structure, comment on doit architecturer l'information, le squelette, à quoi doit ressembler le design, l'interface, le design d'interface et la navigation, et puis après la surface, quel visuel, quel design on va mettre sur ce genre de choses. Jesse James Garrett, c'est pas n'importe qui, c'est le papa c'est lui qui a créé le terme Ajax, Asynchronous JavaScript en XML, qui quelque part a été un élément un petit peu de révolution sur la façon de construire des interfaces web. Donc, et puis c'est effectivement quelqu'un qui travaille à l'université de Floride et qui a écrit un livre qui s'appelle The Element of User Experience, qui effectivement donne le cadre sur un certain nombre, sur les aspects autour de l'expérience utilisateur. Donc maintenant, si on regarde les piliers de l'UX design, cette fois-ci, non pas de l'UX, de l'expérience utilisateur, mais de l'UX design, on va parler d'utilité, d'utilisabilité, d'accessibilité, et c'est extrêmement important, puisqu'il y a une dimension d'inclusivité globale. La désirabilité, là on ressent le côté design de l'UX design, la crédibilité, et puis tout ce qui va être du contexte de la trouvabilité. Est-ce que c'est facile de trouver l'information sur le système ou sur le parcours utilisateur qu'on est en train d'y faire? Donc les méthodes de recherche pour améliorer l'expérience utilisateur, il y a des éléments de recherche qualitative et qui sont ceux de l'agilité pour le coup, les entretiens utilisateurs, le feedback utilisateur, de faire du test et d'intégrer l'utilisateur dans la démarche de qualification du logiciel, de faire aussi de l'analyse ethnographique, c'est-à-dire encore une fois de regarder le contexte d'utilisation dans un groupe ethnique spécifique, de la priorisation, et puis après il y a les enjeux de recherche quantitative, l'aspect analytique. Regardez, on parlait tout à l'heure des heatmaps, c'en est des exemples bien précis et métriques, de faire de la confrontation de fonctionnalités avec de l'A/B testing, c'est-à-dire faire cohabiter deux versions spécifiques d'une même application ou deux générations d'une application pour regarder comment est perçue les nouvelles fonctionnalités qu'on introduit, les nouveaux parcours utilisateurs qu'on introduit. Faire du feedback aussi un peu plus formel et plus traditionnel avec des enquêtes et des questionnaires. Je reparle aussi des heatmaps, effectivement. Et autour des heatmaps, il y a énormément de façons de faire, énormément de technologies. De la surveillance optique, de la surveillance de curseur. Il y a beaucoup de façons de quelque part faire regarder là où l'interface est la plus utilisée, dans quelle zone de l'écran elle est la plus utilisée. Donc c'est un processus de design de ce qu'on met en œuvre en termes d'interface qui est centré sur l'utilisateur. C'est comprendre les besoins et les comportements, travailler en permanence, faire des processus d'idéation pour chercher des solutions qui soient les plus adaptées et du coup des solutions de plus en plus créatives. Prototyper, faire de la maquette, essayer, tester, regarder, se tromper. Donc on est vraiment dans une démarche agile autour de l'UX design. C'est un processus agile. Tester.
obtenir le feedback de l'utilisateur, faire de l'itératif, l'itération. L'itération, c'est l'incarnation même d'un processus agile. Il n'y a pas de doute. Tout ce qu'on est en train de parler, quand on parle du UX design, c'est de l'agilité. Alors, maintenant, on va regarder les éléments de design. On va parler de design et on va faire un petit peu, encore une fois, de la chronologie hein, de ce qui s'est passé en termes de design et essayer de resituer un petit peu l'évolution des interfaces graphiques. On l'a vu, on commence les interfaces graphiques avec Xerox, et puis bah, on voit ce qui a été fait avec Alto. Hein. Donc effectivement, les interfaces graphiques en noir et blanc, finalement assez proches d'une feuille de papier posée sur un bureau, avec quelques palettes de commandes qui vont finalement être posées tout autour de cette feuille de papier. On a ces outils qui viennent s'accrocher autour de la feuille de papier, mais on n'est pas encore capable de faire beaucoup plus raffiné que ça. Mais Microsoft arrive et il commence à mettre en œuvre le bordurage, c'est-à-dire délimiter l'espace de travail et donner le moyen d'interagir et quelque part de refermer sur lui-même un espace de travail quand on a fini de travailler avec lui, de le réouvrir. Donc ils ont augmenté encore le concept WIMP qu'on a vu, hein, Windows, euh, excusez-moi, interface menu pointer, d'accord. Et effectivement, on voit cette volonté de produire ce qui a provoqué le nom Windows, cette notion de fenêtre contextuelle à un périmètre, à une zone de travail donnée. Alors, derrière, est-ce que finalement c'est Windows qui l'a... Ah oui, alors oui, c'est Windows qui l'a rendu à l'utilisateur le premier, mais qui l'a un petit peu récupéré sur les initiatives qui étaient faites côté Apple, avec le projet Macintosh et le projet Lisa. Et par contre, effectivement, bah, y a eu des différences directes qui sont apparues. Hein. Le menu tout en haut, par exemple, côté Windows, on a préféré rattacher le menu au contexte d'exécution, alors que sur Windows, on s'est dit finalement, principe de moindre surprise, je mets le menu toujours au même endroit et l'utilisateur ne se pose pas la question et on essaye de faire en sorte que chaque menu soit assez cohérent. Alors c'est aussi le cas sous Windows, hein, les menus étaient assez cohérents. Et puis, il y a eu effectivement bah, l'interface classique de Macintosh qui va devenir l'interface Platinum. Et puis, l'arrivée de Windows 3.1 et de 95. Donc, effectivement, Windows 95 hein, qui a intégré le menu démarrer, qui a beaucoup fait parler. Hein, pour arrêter le système, il fallait faire démarrer arrêter. Ça a fait rigoler beaucoup de gens. Mais quelque part, finalement, c'est là où on a un petit peu standardisé un grand nombre de principes d'utilisation des interfaces graphiques. Et puis bah, notre ami Steve Jobs, lui, bah, il a eu quelques déboires, mais ces déboires, il a été les transformer en quelque chose de nouveau chez Nextstep. Il est parti de chez Apple, il a monté Nextstep, il a créé quelque part le système Next, mais qui n'avait pas pour objectif de se démocratiser, hein, c'était plus une démonstration, et puis de la R&D, hein, d'un gros paquet de concepts, plutôt technologiques pour le coup, qui vont être récupérés par la suite dans macOS, dans ce qui va être Rhapsody et qui va devenir les bases de macOS X. Pendant ce temps-là, effectivement, bah là, Windows XP, hein, on a cette interface qui, effectivement, alors Microsoft a eu beaucoup de mal à faire sortir les utilisateurs de Windows XP parce qu'effectivement, il a fait consensus d'un point de vue graphique, il a fait consensus. Et de l'autre côté, on voit arriver macOS X avec un renouveau esthétique et avec une personnalité, avec le fait que le design a été perçu par Steve Jobs et par Apple comme quelque chose d'intrinsèque. Un objet utile doit être beau. C'est la vision de Steve Jobs et c'est un petit peu ce qui drive encore Apple, peut-être un peu moins parce qu'il n'y a plus d'incarnation d'un vrai leadership comme Steve Jobs pouvait l'avoir. Mais disons que la roue libre suffit pour que ça soit encore bien vivant chez Apple. Et il y a quelque chose d'important qui est arrivé avec macOS X qui va encore plus loin sur le paradigme de sur la le,
le côté un petit peu reproduire la vie courante, avec ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Le fait de faire en sorte que l'interface qu'on produit reproduise des objets du quotidien. Un micro, une étagère, une calculatrice va ressembler à une calculatrice telle que vous l'avez sur votre bureau. Donc le paradigme du bureau, de l'espace de travail, on va aller encore plus loin. On va même reproduire des objets du quotidien. Donc ce terme de skeuomorphisme, vous le retrouvez souvent associé à Apple parce qu'une grosse partie de ce qui a été fait dans les années 2000 autour de macOS X était basé sur le skeuomorphisme. Alors, on a vu arriver effectivement une réaction quelque part aussi de se dire ce skeuomorphisme, ça complexifie quand même un petit peu la façon de créer l'interface, ça la rend un peu trop chargée. Et là, pour le coup, on a vu Microsoft arriver à des choses qui sont un petit peu plus simplifiées avec le flat. Alors, ça a commencé avec Aero, mais en fait, ce flat arrive vraiment avec Aero Glass, c'est-à-dire avec les versions qu'il y a eu à partir de Windows 8, et puis les autres versions de Windows, et qu'on va trouver à partir de 2014 sur les interfaces de Apple qui, elles aussi, vont se simplifier. Le dog bar ne va plus être construit sur les principes du skeuomorphisme, mais on va revenir à quelque chose qui est beaucoup plus allégé, simplifié. L'évolution du flat avec Metro, avec MDL2 côté Microsoft, donc toutes les interfaces graphiques qu'on a sur les systèmes Microsoft. Et puis, effectivement, on va en arriver à ce qui s'appelle maintenant chez Microsoft le Fluent Design, qu'on trouve sur les dernières versions de Windows. Mais c'est pas la fin, c'est pas le dernier principe qu'on voit arriver dans le design. On voit aussi effectivement à cette même période, Apple était un petit peu plus follower sur le sujet, mais ils ont introduit quand même quelque chose d'important, le dark mode, le fait que en plus l'interface puisse s'adapter à l'heure de la journée et se comporter de façon différente, être plus sombre le soir et plus lumineux pendant la journée. Et enfin, Apple vient de lancer ce qu'on appelle le Liquid Glass, c'est-à-dire une interface qui est un petit peu translucide, qui a un comportement liquide. Et on sent bien que cette arrivée du Liquid Glass, elle a pour objectif d'aller dans le sens on va le voir juste après, mais d'une synergie sur les cas d'usage possibles qu'on va avoir de ce type d'interface. Je vais y venir juste après, donc je garde un peu le sujet au frais. On revient encore une fois en arrière, parce que cette fois-ci, on va regarder ce qui s'est passé sur les mobile devices. Donc, il y a eu l'ère pré-iPhone, avec les Palm, les Windows Mobile, les BlackBerry, où effectivement, l'interface était quand même pas très adaptée, le fonctionnement avec un stylet et ainsi de suite, il y avait énormément de limites. Et puis, on voit arriver l'iPhone qui effectivement euh, a pour base cette interface touch. Le fait que cette fois-ci on n'a plus besoin de stylet, le doigt va être suffisant. Donc là il y a énormément de brevets et c'est quand même la révolution hein, sur le mobile device, elle est autour de l'interface touch. Mais par contre effectivement c'est intéressant de voir aussi que c'est l'utilisation du skeuomorphisme aussi qui a permis peut-être la démocratisation du mobile device proposé par Apple, de l'iPhone, parce que on avait quelque chose qui ressemblait à un instrument qu'on utilise au quotidien. Une calculatrice ressemble à une calculatrice. Les boutons sont des éléments presque on a une continuité d'un élément physique qu'on pourrait presque manipuler, alors que c'est sur une interface. Android va suivre, hein. On va voir effectivement que Android va progressivement proposer des interfaces qui elles aussi vont vers le flat, en même temps qu'on a vu les interfaces sur les ordinateurs aller vers le flat, c'est la même chose qui va se passer sur les mobile devices. On voit que Apple s'adapte, hein, adapte son interface pour qu'elle devienne de plus en plus flat. Et enfin, effectivement, alors des choses importantes, oui, je vais quand même le souligner, hein, le material design qui est apparu avec Android, la réponse haptique, le fait que quand on appuie sur quelque chose, on ressente une vibration qui matérialise le fait qu'on a franchi une bordure presque tactile, presque de ressentir un relief dans la main.
La notion d'interface haptique, elle va très très loin parce que même quand on voit maintenant sur les jeux, sur les interfaces virtuelles, les combinaisons qu'on peut mettre pour ressentir un impact par exemple, ou pour ressentir les choses de façon physique. euh, Il y a un film qui s'appelle Ready Player One qui montre bien ce genre de choses. Est-ce que c'est complètement de la science-fiction? Non. Ça existe réellement. Par contre, effectivement, c'est encore on en est au balbutiement. Parce que ça veut dire que maintenant, il va falloir des frameworks, des librairies et des toolkits qui vont permettre aux développeurs de produire la continuité haptique, la continuité du ressenti physique de ce qu'ils sont en train de mettre en place. On l'a vu arriver par exemple aussi dans les jeux vidéo avec les retours de force sur les volants, les commandes qui effectivement réagissent en fonction des actions qu'on a vis-à-vis d'elles. On va retrouver ce genre de choses probablement dans les véhicules, dans les voitures du futur, pour justement, et c'est déjà le cas, quand on a des voitures qui sont capables de vous remettre dans la voie et ainsi de suite, elles donnent des pulsations sur le volant qui sont du domaine de la réponse haptique. Et puis effectivement, on voit que maintenant on a Android, Apple, avec des choses, enfin l'iPhone avec des choses qui sont devenues complètement flat. Et puis le liquid qui arrive chez Apple, de la même manière qu'on l'a sur macOS X, on l'a sur iPhone. Alors l'ère du mobile et du tactile. Donc la révolution, je reviens un tout petit peu sur le sujet, la révolution des smartphones et des tablettes, c'est une nouvelle façon d'interagir avec un système, qui est beaucoup plus une continuité physique. Le multitouch, c'est quelque chose qui est naturel. Vous mettez un gamin sur une tablette, il a 4 ans, il sait se servir d'une tablette, il va tout de suite comprendre qu'on manipule avec le doigt. Vous auriez mis le même gamin devant la tablette, le smartphone de l'époque avec un stylet devant un BlackBerry ou ainsi de suite, je suis pas certain qu'il était aussi rapide à l'utiliser. Il y a beaucoup de choses qui finalement ont l'air presque naturelles, le tapping, le double tapping, le glisser, le maintenir. Enfin, il n'y a pas besoin de documentation. On a l'impression que l'humain trouve ça extrêmement naturel dans sa façon d'être utilisé. Effectivement, on va parler de design finger-friendly, c'est-à-dire des choses qui vont être facilement manipulables, des choses qui vont être qui nécessitent pas une surprécision sur la façon d'être manipulées. Et là, il y a des défis techniques, il y a des défis technologiques, il y a énormément de vidéos sur le sujet pour montrer à quel point le principe même de la réponse tactile haptique sur un téléphone mobile, c'est extrêmement compliqué. On a des enjeux forts de réactivité. Si vous avez une interface qui rame, ça va être effectivement très très rédhibitoire pour la majorité des gens. Alors, le principe du design mobile, c'est content first. Le contenu est roi. Les mécanismes de scrolling infini le démontrent. Ce qui intéresse, c'est on est focus sur ce qu'on veut consulter, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut manipuler. Donc effectivement, alors là on est plutôt sur des principes européens, mais une volonté de minimalisme, enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire à l'utilisation, aller vers des designs adaptatifs et responsives, que vous preniez votre téléphone dans tous les sens, ça va s'adapter et ainsi de suite. Il va y avoir une interface qui doit être utilisable quelle que soit la taille de la tablette et ainsi de suite. Il y a des défis de responsive qui sont très complexes. Et puis de l'adaptation forte au contexte d'utilisation. L'impact, le premier, c'est cette incroyable ubiquité de l'informatique. Elle est présente partout. Depuis le tableau de bord de votre ordinateur ou l'écran de droite où vous avez le CarPlay, où vous avez le contrôle des commandes du véhicule, depuis l'avion, depuis le mixeur, depuis le robot de cuisine, vous avez des interfaces qui, à l'époque, étaient celles qui sont nées sur les devices, les mobile devices, qui sont présentes partout maintenant. Dans n'importe quel objet, vous avez même un frigo qui est capable de faire des commandes sur Internet pour se remplir, et puis l'interface pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est exactement ce que vous avez vu arriver sur un mobile device. Il y a énormément d'attentes sur le sujet. Les utilisateurs attendent des choses qui sont fluides, intuitives, efficaces, réactives, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, on va maintenant vers la volonté d'avoir une expérience qu'on appelle une expérience seamless. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à faire quelque chose sur un device et vous le finissez sur un autre et ça doit être sans couture.
Ça doit s'enchaîner sans qu'il y ait, sans la moindre coupure sur l'utilisation du service. Donc il nous faut les deux. Il faut des designers. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps à parler de design. On a pris aussi beaucoup de temps à parler d'ergonomie et du UX design. Il nous faut des designers et des UX designers. Et effectivement, ça va passer par le test, l'analyse de l'information, les personae, le profilage d'utilisateurs, la construction de prototypes de wireframe et des parcours utilisateurs, du design d'interaction, comment ça doit se comporter quand on interagit avec le système. Et puis après, on a des aspects qui sont plus du côté design, pour le coup, de la découpe, mise en forme de page, du graphisme et du design, la typographie, l'animation, qui doit être au profit de l'outil, les couleurs, l'illustration. Alors, est-ce que moi, je suis le meilleur sur ce genre de choses? Ouh là là, j'irai pas jusque-là. Hein. Alors, les nouvelles frontières. Cette fois-ci, on va se projeter. Allez, on a fait un petit peu le parcours marche arrière, maintenant on va faire le parcours marche avant. Et là, on va regarder effectivement la réalité virtuelle. Donc, c'est quoi les enjeux de la réalité virtuelle? C'est l'immersion. C'est faire en sorte qu'on soit nous-mêmes dans l'environnement 3D, dans l'environnement et dans le contexte d'utilisation de façon complète. On est intégré dans le système informatique. Des environnements numériques simulés. Alors ça peut être pour des besoins professionnels, ça peut être pour des besoins pour du vidéoludique. Hein. Il y a énormément de façons et de motivations de faire ce genre de choses. Par contre, effectivement, ce qui est important, c'est de voir que l'utilisateur, il est coupé du monde réel. Et on a des enjeux aussi autour de la présence, de détecter un collectif de personnes, de la présence des personnes et ce qu'on appelle l'embodiment, c'est-à-dire avoir une incarnation dans l'espace virtuel et de pouvoir interagir avec les incarnations des autres personnes qui sont dans cet espace virtuel. Par contre, il va y avoir l'utilisation massive de la réalité virtuelle. Et on le voit quand on voit qu'on a créé, on a créé beaucoup de choses. On est sorti du principe d'abondance pour créer des objets tangibles, virtuellement tangibles pour le coup, avec les NFT, avec des principes économiques associés à ces usages. Et puis on a besoin effectivement, et peut-être que les enjeux de notre société, alors c'est paradoxal parce qu'il va falloir des moyens informatiques et donc des moyens énergétiques forts pour faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui est le plus rentable entre prendre régulièrement l'avion pour casser cette rupture, pour casser la rupture distancielle, c'est-à-dire d'avoir une proximité presque physique, je dis bien presque physique entre les individus, alors même que peut-être il est peut-être pas raisonnable qu'on utilise des moyens extrêmement problématiques d'un point de vue environnemental au quotidien. Après, moi, je pense plutôt que c'est le moyen, l'avion, par exemple, qui doit s'améliorer, et il s'améliore déjà, il ne faut pas se tromper. Donc, les nouveaux paradigmes d'interaction. Et tout à l'heure, on parlait du liquide, la navigation 3D, le déplacement dans les environnements virtuels, mais aussi la manipulation d'interfaces et d'objets virtuels, utilisation de contrôleurs, de commandes. C'est là qu'on voit, tout à l'heure, quand je disais que je faisais un petit peu, je temporisais un peu, bah oui, nos interfaces liquides, elles ont cet intérêt d'avoir cette transparence et cette fluidité qui va pouvoir peut-être avoir la même réponse, que ce soit sur un écran, sur un mobile device, que sur une interface en VR. Il y a énormément de choses à construire sur les interfaces spatiales, les menus, la façon de présenter l'information dans un espace 3D, mais on voit effectivement que peut-être Liquid, c'est déjà ce genre de choses. Les défis d'expérience utilisateur qu'on a derrière. Il y en a un premier qui est gravissime, c'est ce qu'on appelle le motion sickness et le confort, c'est-à-dire être capable de garder le casque sur les yeux et pas vomir. Ben, chez certaines personnes, c'est pas évident. Il y a le poids du casque, le poids du système qu'on a devant les yeux, hein, qui est un problème. Les problématiques de locomotion. Alors là, on voit que ça s'améliore de plus en plus. Par exemple, j'ai eu la chance de tester une salle de jeu un FPS grandeur nature, où vous avez un casque VR et un fusil, vous vous tirez dessus, et effectivement dans toute la zone elle est complètement balisée avec des systèmes optiques de repérage. C'est extrêmement immersif. Alors là, pour le coup, moi, le motion sickness, j'en ai pas eu du tout, parce que finalement, le fait qu'on ait cette liberté de mouvement fait qu'on est peut-être moins soumis à l'aspect désynchronisé entre le mouvement
et ce qui se passe à l'image. Bon, après, faut pas que ça bouge dans tous les sens non plus, on est bien d'accord. Mais disons que on voit aussi des équipements hein, qui permettent de simuler le mouvement. Encore une fois, des choses qu'on a vu apparaître dans des films de science-fiction, comme je le parlais tout à l'heure, Ready Player One. Le feedback haptique, effectivement, il va falloir aussi se servir de tout ce qui est... Et encore une fois, dans ce film aussi on le voit, hein, peut-être des combinaisons qui permettent de gérer l'interaction entre les objets, entre les personnes au sein d'un environnement virtuel. L'accessibilité à l'inclusion, bah là on a des gros défis, hein, parce que ça va forcément coûter cher. Il va falloir faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Le film que je fais que d'évoquer montre de façon assez bien restituée les problématiques sociales qu'on pourrait rencontrer dans un monde où finalement on rend omniprésent l'interaction virtuelle. La sécurité. Alors oui, la sécurité, on l'a vu tout à l'heure, les aspects collision, et c'est-à-dire comment graviter dans un espace virtuel alors même qu'on est quand même présent dans un espace physique complètement réel. Bah, il y a des défis qui sont quand même très complexes à traiter. Donc les exemples d'applications, bah, effectivement on voit les Oculus MetaQuest, on voit SteamVR, et puis des choses effectivement encore un peu plus raffinées avec Apple Vision Pro. Mais pour le moment, il manque des choses. La qualité de restitution graphique, visuelle, enfin optique est pas encore suffisante pour une immersion complète. Y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent pas bien. Maintenant, on va regarder la réalité augmentée. Là, c'est différent. Donc là, c'est une superposition de l'information numérique sur un monde réel. Et on voit, il y a une convergence entre les deux, hein. L'Apple Vision Pro, c'est à la croisée entre de l'AR et de la VR. Donc c'est une contextualisation de l'information, une intégration du monde virtuel dans le monde réel, une interaction gestuelle, effectivement, on a une détection des mouvements, et puis on a une persistance d'objets virtuels euh, dans, dans- dans, euh, en superposition sur notre espace réel. Donc, les nouveaux paradigmes. Donc là, c'est ce qu'on appelle le contexte sensible, information affichée en fonction de ce que l'utilisateur regarde. On vient adapter, on vient rajouter de l'information supplémentaire. Donc là, on a des problématiques autour de la surcharge cognitive hein, qui sont quand même hyper importantes. L'exemple type, c'est par exemple je suis un gros joueur, hein, donc je vais reprendre encore un exemple dans un jeu vidéo. Dans Watch Dogs, qui est un film sur le hacking, où on voit effectivement, il a en permanence des stimuli qui arrivent de tous les côtés. La première fois qu'on joue à ce jeu-là, on se dit, mais je vais jamais m'adapter à l'interface. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, bah, on trouve ça presque normal. Alors effectivement, plus on est un joueur, plus on a l'habitude de ces head-up displays, de ces rémanences virtuelles sur l'environnement réel. Alors c'est pas dans l'environnement réel, dans un jeu, c'est encore une fois dans un environnement virtuel, mais qui simule un environnement réel. Et on voit que ce genre de choses est gérable. Il y a pas mal de reportages sur, par exemple, les pilotes de chasse, où on voit effectivement la complexité que peut être leur métier par rapport au nombre énorme de stimulations qu'ils peuvent avoir et la vitesse de ces stimulations. Et il y a beaucoup de recherches pour essayer de gérer cette problématique. Il y a les problématiques d'ancrage spatial, on l'a vu. Il y a les problématiques d'interaction naturelle. Et effectivement, il va falloir regarder comment on gère la gestuelle, la récupération des informations par la gestuelle, la voix, le regard. Il y a beaucoup de défis encore. Donc dans ces défis, il y a l'intégration transparente. Je viens d'en parler, hein, la surcharge cognitive, le cognitive load, la précision, et ça c'est quand même quelque chose qui est très complexe, le fait que l'information soit bien positionnée par rapport à l'environnement physique qu'elle essaye d'augmenter, pour le coup. Et puis bah, les problématiques de vie privée que j'ai déjà évoquées, hein, le fait d'avoir en permanence devant les yeux quelque chose qui peut nous donner des informations, reconnaître un visage et donner des informations de façon instantanée, il y a des gros problèmes sur la vie privée. Les exemples, donc les Google Glasses que j'avais évoqués tout à l'heure, ARKit, ARCore, les HoloLens de Microsoft, les filtres sociaux sur Snapchat, Instagram, c'est déjà de l'approche réalité augmentée. Et puis on a vu arriver des jeux complètement basés sur ce principe.
Et quand on voyait des gens courir comme des fous furieux dans la rue pour aller chercher quelque chose, notamment en Asie et chez nos amis japonais, souvent ils étaient en train de chasser les Pokémon. Donc effectivement, Pokémon Go qui permettait de venir positionner sur une cartographie complètement réelle, c'est-à-dire une ville, des objets qui eux le sont pas du tout. Et effectivement, on pouvait se servir de son téléphone pour visualiser le petit monstre, le petit Pokémon qu'on voulait récupérer directement. Bon, c'est des débuts. Alors, voilà, tout ce que je disais tout à l'heure concernant les interfaces liquides, effectivement, bah, cette interface basée sur quelque chose de fluide, quelque chose de transparent et de fluide, on peut se poser la question de savoir si c'est pas, moi je pense que c'est une anticipation de la mise en œuvre d'interfaces qui vont pouvoir être utilisables autant sur un mobile device, sur un ordinateur, que dans des interfaces AR, VR, et donc d'avoir une librairie, un toolkit graphique qui va permettre d'être utilisable quel que soit ce qu'on utilise. Donc, dans la réalité augmentée pour faire des HUD, dans le physique pour faire un mobile device, dans un casque VR pour faire de l'interface globale dans un environnement VR. Alors maintenant, on va regarder les interfaces naturelles et intuitives. Donc, les interfaces vocales, donc là, le concept, on a Siri, Google, Alexa, les avantages, donc ça, effectivement, hein, on est main libre, on a un accès rapide à l'information. Par contre, il y a des gros problèmes, c'est-à-dire si je suis dans un environnement de travail, je peux pas parler comme ça librement. Ou effectivement, il va falloir adapter le monde du travail. C'est déjà un peu le cas. On voit des bulles, on voit des environnements dans l'entreprise et effectivement, avec en plus la démocratisation du télétravail, finalement, on se retrouve dans un environnement beaucoup plus souvent dans un environnement qui est plus adapté, enfin adapté, pardon, qui est plus spécialisé pour soi, chez soi, dans quelque chose où on n'est pas dans un espace mutualisé et sur lequel effectivement on peut aller chercher ces fameuses voice user interface. Dans les défis, en termes d'expérience utilisateur, la compréhension du langage naturel, la gestion des erreurs, le feedback, hein, et puis les enjeux de vie privée qu'on a déjà vus. Les interfaces gestuelles. Donc là, on a eu pas mal de choses. On a eu Microsoft Kinect, on a eu les commandes gestuelles dans les voitures, les écrans tactiles, et ainsi de suite. Le gros problème qu'on a, c'est la précision, c'est la sécurité. J'ai mon fils qui me rappelle régulièrement que avoir une machine où tout est pilotable uniquement par des interfaces tactiles, c'est quand même un vrai problème. Si jamais on doit mettre un élément de sécurité et puis qu'on peut pas parce que l'interface tactile elle a planté, c'est un vrai problème. Et effectivement, il y aura de toute façon des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas renvoyer uniquement sur une interface informatique. La fatigue gestuelle, effectivement, on le voit, hein, l'apprentissage aussi de tout ce qui est geste spécifique. Il y en a certains qui sont intuitifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et je pense qu'il va y avoir de la simplification là-dessus. Les interfaces haptiques, on en parlait. Donc ça commence par la vibration des smartphones, par les retours de force sur les manettes de jeu, mais ça va aux équipements haptiques globaux pour les environnements VR. Et par contre, les défis qu'on va avoir, c'est des défis de standardisation et puis de construction d'une réelle pertinence du feedback. Même sur les retours de force dans les voitures, bah, des fois de temps en temps, est-ce que c'est vraiment pertinent? Alors oui, dans les manettes de jeu et ainsi de suite, la vibration, elle est immersive hein, pour le coup. Si vous avez l'habitude de jouer, bah, effectivement, ça rajoute une dimension supplémentaire. Et donc ça améliore l'interface homme-machine. Le fin du fin, c'est ce qu'on appelle les BCI, les Brain Computer Interface. C'est la porte euh, du transhumanisme, hein, quelque part, hein, de se dire que finalement, on va commencer par les prothèses, on va commencer par l'intégration de l'électronique dans l'humain, et puis quelles en seront les limites, quelles limites éthiques chacun va avoir, quel asservissement chacun va accepter. Et puis bah là, il y a des enjeux terribles sur la fiabilité, des enjeux forts sur l'apprentissage. Par contre, il y a des opportunités énormes. On peut potentiellement corriger les catastrophes de la vie, des accidents, la bionique. Il y a énormément de choses qui sont
qui sont faites en recherche médicale. Et la vraie question, c'est de savoir jusqu'où on va aller, jusqu'où on veut aller sur ce genre de choses. Donc la tendance générale, elle est vers aller vers plus de naturalité. C'est-à-dire de rendre l'usage de l'outil technologique et informatique presque aussi intuitif que n'importe quelle interaction humaine ou naturelle. Et tout ça passe par l'intelligence, et donc par l'intelligence artificielle, par l'anticipation des besoins, par le prédictif, c'est ce qu'on a vu tout au long de cette vidéo. Je ne peux pas ne pas parler d'open source. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire autour de l'open source? Il y a un historique, un retard important. Et on va essayer de comprendre l'historique de ce retard. Le premier, c'est le manque de designers, c'est le manque d'ergonomes dans les projets open source. J'avais fait pas mal de vidéos pour justement parler un petit peu de la consommation du logiciel open source. La problématique qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de... L'open source, son nom vient de source, vient donc du code. Et donc forcément, c'est d'abord quelque chose de développeurs par des développeurs pour des développeurs. Et forcément, l'ouverture globale, et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que avec le temps, je fais de plus en plus de vidéos et que j'ai parlé d'open innovation, que j'ai parlé d'open hardware pour montrer que cette approche open, c'est quelque chose qui va se globaliser. Et donc l'ensemble des métiers, ergonomes, UX designer et autres, vont venir renforcer les équipes de projets open source qui vont devenir quelque part, qui cassent la frontière de l'open source presque uniquement logiciel centrique vers quelque chose qui est plus user centrique. Et donc, effectivement, focus technique versus expérience utilisateur, c'est ça qu'il va falloir casser, c'est ça qu'il va falloir améliorer. Et puis, il y a un problème autour de la fragmentation des efforts, c'est-à-dire les projets open source, effectivement, la distribution, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse pour pouvoir vraiment faire du travail. Une structure de feedback telle qu'on a dans les méthodes agiles d'entreprise, elle est plus difficile à l'échelle d'un projet open source. Mais elle est faisable, et elle est même réalisée maintenant. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est regarder comment récupérer l'expérience utilisateur. Les initiatives de rattrapage, donc chez GNOME, par exemple, on a la GNOME Human Interface Guideline. Alors effectivement, pour le moment, c'est plus orienté design thinking, design, mais on voit effectivement, il y a des sujets autour de tout ce qui est user testing. Et puis on essaie de fixer des grandes lignes directrices. On a aussi, côté KDE, Visual Design Group. Donc là, c'est pareil, c'est l'objectif d'essayer de faire évoluer les interfaces graphiques. On voit qu'on a quand même encore cette approche un peu follower de ce qui se fait sur les systèmes propriétaires. Alors oui, les systèmes informatiques open source sont meilleurs globalement sur la réponse serveur que les systèmes propriétaires. Par contre, effectivement, d'un point de vue ergonomie, interface utilisateur et user experience, on a encore effectivement un avantage au système open source. Bon, après, regardons du côté de Android, mais disons que derrière Android, il y a aussi Google. Et bon, voilà, il faut regarder aussi qu'il y a des éléments positifs. La croissance des communautés de designers et d'UX designers, au-delà de ça, est de plus en plus importante. Et on voit dans les projets open source de plus en plus de ces populations qui viennent renforcer les équipes. Alors, dans les projets open source innovants, Elementary OS, qui essaye de reproduire un peu les aspects ergonomiques de macOS, mais encore une fois, c'est un peu follower. Pop OS, on a énormément de choses autour de l'accessibilité, et je vais finir, avant de conclure, on va parler un peu d'accessibilité quand même, parce que c'est indispensable. Tout l'aspect collaboratif, et on voit, il y a des suites comme par exemple Nextcloud ou des initiatives de ce type-là dans lesquelles on voit effectivement les aspects collaboration entre les développeurs et les designers pour produire des choses qui sont plus cohérentes avec une volonté cette fois-ci de répondre à des parcours utilisateurs complets. Donc un outil comme Nextcloud, c'était à la base un cloud fichier, puis ça devient quelque chose de plus global parce qu'il y a de la collaboration entre différentes parties prenantes sur certains aspects.
Les frameworks, par contre, effectivement, les frameworks, oui, mais il va falloir que ces frameworks ils deviennent aussi des frameworks convergents entre VR, AR et interface traditionnelle. Mais effectivement, dans les frameworks, il y a beaucoup de choses qui sont mises en open source aussi par les gros leaders, par les acteurs majeurs du marché. React, Vue.js, Flutter. Et puis on voit effectivement qu'il y a une grosse partie de ce qui est produit alors plutôt en termes d'interface graphique. Donc Material Design par Google, Fluent UI, Carbon Design System par IBM, qui sont mis en open source. Et puis on a des outils pour faire du design. Ça c'est aussi intéressant. Figma, Penpot, Blender, alors effectivement, hein, c'est plutôt pour faire de la 3D et des interfaces immersives 3D, donc plus pour un objectif de VR pour le coup, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se construisent. Les avantages émergents de l'open source, donc l'innovation collaborative, diversité des contributeurs, itération rapide, pardon, les feedbacks communautaires, oui et non, transparence du processus, par contre ça c'est indéniable. C'est des valeurs qui sont celles de l'open source. Par contre, effectivement, il y a des enjeux intéressants, il y a des avantages intéressants autour de l'accessibilité, des standards ouverts, l'adaptation à des besoins spécifiques que les acteurs propriétaires du marché ne voudront pas adresser, la volonté de réduire les coûts d'adoption par des choses qui sont peut-être plus simples, mais finalement tout autant adaptées. Et puis, le sujet qui est très intéressant, c'est le sujet de la personnalisation. Et ça, c'est un des gros avantages des solutions open source. On parle d'accessibilité, on s'approche de la fin, rassurez-vous. Accessibilité ou A11Y, quand on cherche à avoir les versions compressées, là, c'est la capacité d'un outil informatique ou de n'importe quel outil à être utilisable par la totalité des utilisateurs potentiels, y compris les personnes qui sont victimes d'un handicap visuel, auditif, moteur, cognitif et autres. Alors les leviers c'est les lois et normes, donc faire des designs inclusifs, mettre en place des API qui soient le plus possible de designer by design pour être accessible, tout ce qui est technologie d'assistance, les lecteurs d'écran, les systèmes de sous-titres, les commandes vocales, et puis tout ce qui est bonnes pratiques sur les interfaces utilisateurs. On va rapidement regarder un petit peu la roadmap, enfin la timeline pardon, de ce qui a été fait en accessibilité. Donc on commence par des fondations juridiques avec effectivement le Rehabilitation Act en 1973 aux US, l'ADA, l'American with Disabilities Act, pardon, en 90. On voit des avancées technologiques, les premiers lecteurs d'écran, IBM, Outspoken, JAWS, en 95. Les avancées, hein, sortie vocale, navigation clavier. Et là, on voit des acteurs plutôt américains, hein, pour le coup, l'accessibilité est plutôt apparue sur là où l'informatique se démocratisait le plus, c'est-à-dire aux États-Unis. US Access Board, IBM, Freedom Scientific. En 90 et jusque dans les années 2000, la naissance des standards web et des exigences publiques. Le W3C a énormément travaillé, et puis typiquement avec la Web Accessibility Initiative en 97 et le WCAG, donc la Web Content Accessibility Guidelines, pardon, en 99. Encore une fois, c'est toujours aux US, mais c'est normal, puisque, encore une fois, les choses en informatique se sont d'abord construites du côté US. L'avancée, le HTML sémantique, pardon, et puis les principes pour WCAG. Donc là, les acteurs, le W3C Consortium, et puis son groupe de travail, et puis l'US Access Board encore. L'accessibilité intégrée, cette fois-ci, voilà, dans le système d'exploitation, dans le device mobile. Donc là, on a une loi de l'ONU, la CRPD, le comité des droits et des personnes handicapées, 2006-2008, la loi handicap FR, donc cette fois-ci on voit l'Europe qui commence à s'approprier le sujet, et puis dans les technologies, le voice-over sur Mac, sur iPhone, le talkback, NVDA en 2006, les avancées, les aides natives, le côté mobile device accessible, l'open source qui est un des éléments d'accélération, c'est ce qu'on a vu. Et puis les acteurs, donc là il y a l'ONU, il y a l'Europe, et puis après il y a les gros acteurs, Apple, Google, et puis le NV Access.
On va finir sur cette timeline sur l'accessibilité, et puis on regarde effectivement maintenant, on vient de passer cette étape de consolidation des règles avec WCAG 2, avec des politiques européennes qui cette fois-ci sont écrites, les directives web de la communauté européenne. Dans les avancées, il y a l'ARIA, ce qu'on appelle les Accessible Rich Internet Application. C'est-à-dire que l'accessibilité est intrinsèque à la façon de construire une application enrichie, riche, sur le concept de client riche, hein. Des documents balisés, des critères bien mesurables sur l'accessibilité. Et puis l'acteur, on a toujours le W3C Consortium, l'ISO, et puis la communauté européenne, des sociétés comme Adobe aussi qui se sont penchées et intéressées au sujet de l'accessibilité. Et cette fois-ci, on est dans cette phase actuellement d'industrialisation des tests et d'harmonisation avec Axcore, avec Lighthouse. On pousse encore le degré de contrôle et de qualification de l'accessibilité d'une application. On a des cadres de loi qui évoluent encore plus, je ne vais pas les citer. On a d'énormes avancées sur les mobile devices pour les problématiques de vision affaiblie, les problématiques de capacité cognitive. Et il y a des obligations maintenant. Il y a des obligations, hein. On ne peut plus sortir un équipement s'il n'est pas au minimum, avec un minimum d'accessibilité. On retrouve de plus en plus d'acteurs. Et puis, on va vers une maturité des patterns. Et puis, encore plus d'enrichissement des fonctionnalités sur tout ce qui est le quotidien. Puisqu'on l'a vu maintenant, ces interfaces sont omniprésentes. Dans notre quotidien, notre vie quotidienne, l'accessibilité est présente sur tout ce qui intègre une interface informatique. Et puis, on va vers une généralisation multisecteur. Cette fois-ci, l'European Accessibility Act pour le e-commerce, pour les e-books, pour les terminaux, pour les services, pour tout. Et puis, on a la convergence sur WCAG 2.x, les exigences produits-services. Et puis là, on a cette fois-ci l'Europe est vraiment sensibilisée, les États membres de l'Europe, les écosystèmes industriels sont adaptés pour que l'accessibilité soit intégralement prise en compte dans la façon de construire les systèmes informatiques. Alors, les tendances actuelles et les perspectives. Design inclusif, accessibilité pour tous, diversité des acteurs, adaptation, technologie assistive, on voit tout ce qui est du domaine du prédictif, par l'intelligence artificielle, les interfaces conversationnelles, la personnalisation, l'hyper-personnalisation, la prédiction des besoins, l'assistance contextualisée pour l'utilisateur, et puis ce qu'on peut nommer le computing ambiant, c'est-à-dire l'IoT est omniprésent, les objets sont tous connectés, l'interface devient la plus transparente, la plus invisible possible, et elle devient elle s'inscrit dans une démarche d'interaction naturelle et avec un maximum de contextualisation qui en plus s'adapte de façon automatique. Les prochaines révolutions, donc le BCI qu'on a déjà vu, la notion de Brain Computer Interface, les interfaces gestuelles extrêmement avancées, la réalité mixte qui va se généraliser, le computing quantique avec des nouveaux paradigmes. Qu'est-ce que ça va donner ? On verra bien. Les défis à relever, des défis éthiques et de vie privée. Des gros problèmes autour de la fracture numérique. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut que tout le monde puisse l'utiliser et que tout le monde puisse s'offrir ce genre de choses. Les problématiques très fortes de surcharge cognitive, j'en ai beaucoup parlé. Et puis, des énormes enjeux autour de la durabilité et des problématiques environnementales. Donc, on va vers plus de naturalité, ça c'est un fait. On va vers plus d'intégration de l'intelligence et de l'intelligence artificielle. Nos interfaces deviennent plus intelligentes et elles deviennent adaptatives. Elles s'adaptent, elles anticipent les besoins de l'utilisateur. Elles doivent anticiper les besoins de l'utilisateur. Puis alors on va continuer un tout petit peu sur le rôle futur de l'open source. Donc les opportunités que l'open source peut offrir. La démocratisation du design, l'innovation, le maillage d'innovation que peut produire l'écosystème open source. Son énorme capacité à produire des standards ouverts sur l'interopérabilité, sur l'accessibilité. C'est pour ça que je parlais d'accessibilité et que c'était indispensable de mon point de vue d'en parler. Et sur les enjeux éthiques et de transparence. C'est les forces qu'on est en train d'évoquer, ce sont les forces de l'open source. Et par contre, les défis, c'est les problématiques de financement des initiatives,
la montée en compétences et la formation des développeurs aux enjeux de l'expérience utilisateur, la coordination des efforts et les compétitions avec les géants de la tech. Alors des fois de temps en temps, ils vont être ils vont apporter, et puis il y a d'autres moments, ils vont plutôt être des concurrents sur certains aspects. Alors j'arrive enfin à la conclusion. Alors là, je pense que ça va être l'une de mes plus longues vidéos. À partir de maintenant, alors celle-ci, elle n'était pas chapitrée, c'est la dernière que j'ai pas chapitrée. Je pense que j'ai pris l'habitude de faire des sujets tellement vastes que je vais faire plusieurs vidéos et qu'elles seront diffusées d'un seul coup, mais que vous pourrez les consommer finalement sans avoir peur de vous lancer dans une vidéo qui fait 1h20. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un voyage continu d'innovation, l'interface utilisateur sur un système informatique. Euh, Ça va de la complexité à l'intuition, c'est-à-dire que au début c'était quelque chose qui était compliqué à utiliser et maintenant c'est quelque chose qui est naturellement utilisable. Et en plus de ça, qui va devenir adaptatif et qui va automatiquement s'adapter à l'utilisateur. L'expérience utilisateur est au cœur de tout. L'expérience utilisateur, c'est le facteur déterminant pour savoir si un produit va marcher ou pas fonctionner, si une application va être téléchargée ou pas téléchargée. Si elle est trop compliquée, l'utilisateur va la supprimer en quelques essais, en quelques tentatives. Si c'est pas suffisamment designé, UX designé, ça va être installé, désinstallé. Les grandes étapes. Donc on l'a vu, hein, on a vu que on vient de l'interface en ligne de commande et on va jusqu'à l'IA et les interfaces adaptatives, en passant par le scéomorphisme, les paradigmes WIMP, la voix, la gestuelle, c'est-à-dire l'approche des interactions naturelles, et puis l'arrivée de la VR et de la réalité augmentée. L'open source est en pleine mutation pour essayer de rattraper le retard qu'il peut avoir sur certains éléments autour de l'expérience utilisateur et puis d'être en capacité de fournir ses promesses d'innovation, y compris sur les enjeux d'interface et d'interaction avec l'utilisateur. En tout cas, le futur est un futur qui sera immersif, avec une volonté de produire des interfaces qui vont être le plus naturelles possible, avec une informatique spatiale, avec quelque chose qui fait que l'interface va devenir tridimensionnelle dans des espaces virtuels ou dans des espaces augmentés, avec une volonté finalement d'aller vers une fusion du réel et du virtuel. Et puis fournir des expériences hybrides qui cassent les frontières entre virtuel et réel. Et puis effectivement, le dernier sujet, c'est l'intelligence artificielle, c'est les interfaces qui vont se contextualiser, qui vont être beaucoup plus prédictives, adaptatives, et puis avec une technologie qui va anticiper nos besoins et s'adapter à notre environnement. Alors sur cette vidéo, j'ai choisi de ne pas souligner trop par des aspects négatifs, il y en a quand même. Il y a les enjeux environnementaux, il y a les enjeux sur la propriété intellectuelle et sur les enjeux éthiques autour des personnes. Je ne veux pas les enlever de ma conclusion quand même, parce que c'est indispensable de se dire, oui, on peut faire des superbes choses, il va falloir quand même le regarder avec une prudence sur les limites qu'on veut bien se donner. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est encore très longue. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas, mes vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez les commencer puis les finir plus tard. Je vais devenir beaucoup plus rigoureux sur le fait de limiter dans le temps mes vidéos parce que quand je prépare mes sujets, des fois de temps en temps, je suis trop dans une démarche de vouloir trop en donner. Et celui-ci était très copieux. Je vous souhaite une bonne soirée.